Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle interview d'une femme ambitieuse. J'aime vraiment ces échanges qui invitent à l'éveil, à la réflexion et qui, j'espère, vous permettent de prendre conscience du champ des possibles. Euh, J'aime particulièrement en fait me nourrir de ces échanges et des versions de chacune de mes invitées. Je le préenregistre d'ailleurs ces interviews simplement parce que je trouve que ça donne un côté plus intime et puis que l'on se dit des choses en fait que l'on ne se dirait pas forcément en live. Je fais d'ailleurs en sorte que chaque interview aborde des sujets différents. Parmi ces sujets, il y en a nombreux que j'aborde moi-même avec mes propres clientes. J'ai choisi de m'adresser ici aux femmes ambitieuses, non pas dans le sens péjoratif et négatif, qui est trop souvent encore accolé au terme d'ambition, mais bien dans le sens anglo-saxon du terme, celui qui fait de l'ambition le reflet de la motivation, de l'audace, de la détermination et même du fait d'entreprendre. La vision péjorative et négative que beaucoup peuvent avoir n'est donc pas universelle en fait. Alors moi je m'en suis détachée et je m'intéresse donc à toutes les femmes inspirantes, talentueuses, audacieuses, formidables, rayonnantes et tellement plus. Donc profitez bien de cette interview et je serai ravie d'échanger avec vous par SMS, par messagerie privée, comme vous voulez. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez retiré, peut-être avez-vous une prise de conscience. Je vous laisse me raconter tout ça et en attendant, profitez bien de cette nouvelle interview. À très bientôt. I pray for my holy self. Please God, give them strength. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis absolument ravie d'accueillir une nouvelle femme ambitieuse dans cette série d'interviews, donc Marie-Christine Eustache. Marie-Christine, bonjour. Bonjour Christine, écoute, je suis très très contente de se retrouver aujourd'hui. Ça fait très plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Merci. Alors avec Marie-Christine, on va parler de sujets quelquefois difficiles. On va évoquer le fait de sortir d'un couple toxique et d'une relation violente qui a duré plus de 20 ans. On va parler également de cette communication avec, en tout cas, ta première fille qui était basée plutôt sur la violence, pour ensuite passer à une communication non violente. De ton livre que tu as écrit, je n'en dis pas plus pour le moment, on va y venir. Et puis pour aujourd'hui, effectivement, être sorti de toute cette forme de communication toxique et violente. Alors, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu viens et où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ok. Alors, donc, j'ai 50 ans. Quand j'ai été maman, alors déjà, bon, ma vie d'enfant, j'ai grandi dans un couple, au sein d'un couple de parents qui avaient un fonctionnement, un dysfonctionnement, je vais dire relationnel, qui passaient leur temps à s'engueuler. Donc c'est vrai que moi-même, je pensais que c'était ça finalement la communication, puisque j'avais pas d'autres modèles autour de moi. Et évidemment, j'ai reproduit ça dans le couple que j'ai formé avec l'homme qui a été le père de mes filles. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'avec ma première fille, comme j'ai grandi dans une éducation claque, fessée, punition, etc., je ne savais pas qu'il existait autre chose. Donc, j'ai reproduit la même chose pour ma première fille. Je travaillais dans la distribution de pièces détachées automobiles, donc un milieu très masculin où je côtoyais très peu de femmes. Et j'ai travaillé, quand ma fille avait 2 ans et demi, en centre auto. Donc là, c'est encore plus compliqué parce que c'est un travail haute intensité, mais qui me plaisait énormément. Mais c'est vrai qu'avec ma fille, du coup, j'étais pas très agréable pour elle. Je me souviens de moments qui ont été un peu compliqués pour elle. Elle s'en souvient d'ailleurs, et on a fait une vidéo là-dessus pour qu'elle puisse partager. Et puis quand j'ai été enceinte de notre deuxième enfant, j'ai eu une prise de conscience. C'est-à-dire que comme j'ai préparé la naissance, même avant la conception, j'avais objectif de faire naître cet enfant à la maison. Il était hors de question pour moi de remettre les pieds en maternité. Donc j'ai évidemment circulé, à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux tels qu'il y a, c'était des groupes d'échange de messages, et j'ai appris qu'on pouvait accoucher chez soi avec une sage-femme, et puis qu'à côté de tout ça, il y avait vraiment tout un univers, c'est-à-dire que
bon, l'allaitement maternel, je l'avais pratiqué pour ma première, mais au-delà de l'allaitement maternel, c'était une communication bienveillante, le respect de soi, le respect de l'autre, etc. Et comme je travaillais ça pendant ma grossesse, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, oui, de toute façon, c'est pas possible, il faut que je change, parce qu'avec la deuxième, je sentais une énergie très, très, très puissante, et en effet, elle a une énergie puissante, c'est une deuxième fille. Je me suis dit, ça va pas pouvoir le faire, parce que sur la première, ça pouvait peut-être passer, mais sur la deuxième, ça pourrait pas le faire. Donc, tu dis ça pouvait peut-être passer. Est-ce que tu éprouvais, quelles émotions est-ce que tu éprouvais à l'époque? Est-ce que tu t'en souviens? eh ben, tant que j'étais, alors quand ma première, je l'éduquais, enfin voilà, et puis de temps en temps, il y avait des claques, des fessées qui partaient. Je me sentais pas bien. Je sentais que c'était pas comment. Enfin, je me sentais pas bien de le faire, mais je savais pas comment faire autrement. Et je savais même pas s'il y avait une autre solution. C'était surtout ça finalement. C'est-à-dire que aussi bien leur père que moi avions eu une éducation, claque, fessée, punition. Tu n'avais aucune autre référence? Il n'y avait aucune autre référence dans mon environnement qui pouvait me faire penser à ce moment-là qu'il y avait autre chose de possible. D'accord? Parce que, évidemment, les collègues de travail qui avaient aussi des enfants, ils faisaient la même chose. Donc, est-ce que tu te souviens si tu éprouvais de la culpabilité? Alors, il n'y avait pas forcément, non, j'avais pas de culpabilité à ce moment-là, pas vraiment. Je sentais que j'étais pas bien, mais je mettais pas ce terme de culpabilité. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, ouais, que c'était pas comme ça qu'on pouvait faire, c'était pas comme ça que c'était sain, mais il n'y avait pas cette notion de culpabilité. La notion de culpabilité, je l'ai eue plus tard sur d'autres registres. Donc à l'époque, tu exprimes cette éducation violente envers ta fille, et dans ton couple, comment est-ce que ça se passe? Et dans le couple, eh bien c'est un couple qui ne parle pas de ses émotions, d'accord? Donc c'est bon, déjà on partageait très peu de temps ensemble parce que lui était représentant et il partait en fait le lundi matin, il revenait le vendredi soir tard. Bon, souvent le samedi, il faisait ses rapports, ses papiers, etc. Et donc, il nous restait le dimanche pour partager. Et bien souvent, c'était des prises de tête, en fait, parce que, évidemment, quand on n'est pas ensemble toute la semaine, pour se raccorder, pour passer le week-end, c'est un petit peu compliqué. Chacun arrive avec sa fatigue. Moi, en plus, quand je travaillais au centre auto, je travaillais le samedi toute la journée. Donc, c'est-à-dire que lui rentrait le vendredi soir. Moi, le samedi matin, à 8 heures, je partais de la maison pour aller travailler. Je revenais à 20 heures, 21 heures. Et lui gardait sa fille, enfin notre fille, pendant ce temps-là. Donc il y avait pas de communication dans le couple, et quand il y en avait, de toute façon, c'était des prises de bec, des critiques, etc. Donc c'était compliqué. Et donc quand on a eu quand même la deuxième, mais voilà, j'ai cadré le truc avant de dire ok, on part pour un deuxième. Déjà, je me mets en congé parental, j'accouche à la maison, donc il était OK pour le projet. Et c'est là, en fait, après, où c'est parti. Voilà, moi, j'ai développé cette communication, cet apprentissage. Ça a vraiment été un apprentissage de côtoyer des personnes qui étaient bienveillantes. Et je me souviens d'une fois où on était en balade avec des amis, avec les enfants, donc on se retrouvait à plusieurs. Et donc, il y en a une qui m'a scotché par la douceur avec laquelle elle parlait à ses filles. Voilà, et j'avais jamais vu ça. C'était un déclencheur? Donc, ça a été je vais dire un déclencheur en plus. C'est-à-dire, j'avais bien compris qu'il fallait que je fasse autrement, parce que éduquer avec des claques, des fessées, c'est pas possible, quoi. Il peut arriver un accident à un moment où on s'énerve trop. On peut être beaucoup trop violent avec l'enfant, lui causer des dommages. Enfin, voilà, ça j'avais cette conscience-là. Et quand j'ai vu cette maman d'une très grande douceur, et puis j'en ai vu une autre, et puis une autre, je me suis dit, waouh, on peut faire autrement, tu vois. Et donc là, alors là, je me suis enfilée tout plein de livres sur le sujet.
je me suis formée, bien sûr, Tu veux dire à la communication non violente? à la CNV, je me suis formée à la CNV. Et puis, j'ai aussi travaillé du coup sur moi parce que il faut savoir que si vous regardez aujourd'hui cette interview et que vous vous sentez concerné, cette violence que l'on peut exprimer, que ce soit vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de son conjoint, c'est bien souvent parce que nous-mêmes, on a vécu énormément de violence étant petit, mais on n'en a pas conscience. Donc en fait, ça remonte, ça transpire, je vais dire, pour qu'on puisse en prendre conscience et qu'on puisse travailler dessus. Donc évidemment, il y a du travail de thérapie en parallèle pour arriver à mettre en lumière les choses, à les comprendre et à dire ok, ça c'était moi quand j'étais toute petite, ok, j'ai vécu de la violence, ok, je fais un travail d'intégration, de pardon, et je décide surtout de faire autrement et je mets en pratique les choses autrement. C'est là où c'est venu en fait en choc avec mon conjoint à ce moment-là. C'est-à-dire que pour lui. Je vais t'interrompre, tu parles de la notion de pardon. Donc, est-ce que ce pardon, on l'a déjà évoqué, cette notion dans quelques interviews, très peu pour l'instant. Le pardon, qu'on s'entende bien, il ne s'agit pas de dire que l'on tolère et que l'on accepte ce qui nous a été dit ou ce qui nous a été fait. En revanche, il s'agit de se dire qu'on mérite d'être en paix, on mérite de se libérer de ce qui ne nous appartient pas et que tout ce qui nous a été fait ou dit ne nous appartient pas, justement. Et donc, pour être libre, pour être tranquille, pour être serein, le pardon est vraiment nécessaire. Mais un pardon avec le cœur, bien évidemment, pas un pardon, je te pardonne, et puis non, là, ça ne marche pas. Il s'agit vraiment de travailler sur cette notion pour se libérer et se dire qu'on mérite vraiment de continuer sa vie en paix par rapport à ce qui nous est arrivé. Voilà, tout à fait. Est-ce que de fait, tu as pardonné donc à tes parents? Il y a eu plusieurs, je vais dire, ça se fait pas en un. Oui, c'est une notion en one shot. C'est clair. Voilà, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. C'est-à-dire que, ok, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire avec le niveau de conscience, avec les connaissances, avec l'environnement, et puis avec leur passé, parce que eux, ils n'ont pas travaillé sur. Voilà, ils sont nés dans les années en pleine guerre, en pleine Seconde Guerre mondiale, donc ils n'ont pas eu tous les outils, toutes les connaissances, toutes les compétences qu'on a pu acquérir, nous, dans nos années, pour travailler là-dessus, pour faire ce qu'on appelle un travail sur soi, un travail de thérapie ou de développement. Donc, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Pas la violence, exactement. Ils ont fait ce qu'ils ont fait de leur mieux. Voilà. Donc, maintenant, c'était à moi de décider, je décide de faire autrement et d'agir autrement, de penser autrement. Et c'est là où c'est venu, je disais, en choc avec le père des enfants, c'est que lui, c'était pas du tout OK. C'est-à-dire que autant moi, c'était OK de faire ce switch, de dire, bon, stop, la violence, c'est pas possible, on peut pas fonctionner comme ça, c'est pas comme ça qu'on peut éduquer, on décide de faire autrement, je décide de faire autrement. Mais lui, il a refusé ça. Pour lui, c'était pas entendable. Pour lui, c'était du grand n'importe quoi. Pour lui, ça mènerait les enfants à quelque chose qui n'était pas possible. Bref, donc là, le choc a été violent. Et donc, évidemment, il y avait des prises de tête permanentes. En plus de ça, il a eu un accident de voiture, enfin un accident de la circulation, parce qu'il était à moto, un accident de la circulation quand la deuxième avait 6 mois. Et il était hospitalisé à domicile. Alors là, c'était l'enfer, parce qu'en fait, c'était critique toute la journée. Bon, lui, il était mal, évidemment, parce qu'il avait des douleurs. Et la communication était impossible. Donc, c'était tout le temps à se prendre la tête, etc. Donc, moi, je fuyais dès que je pouvais avec les copines. Il y en avait une, d'ailleurs, je profitais de l'occasion, c'est que
elle avait des problèmes pour se déplacer, elle avait des problèmes aux chevilles. Donc de temps en temps, j'allais lui faire ses courses en même temps que les miennes. Donc du coup, ça rallongeait un petit peu le temps de course et on passait un temps à prendre un café ou un thé et à discuter. C'était sympa. Voilà, donc c'était compliqué parce que moi, je savais, au fond de moi, je savais que le choix que je faisais de cette éducation bienveillante était le bon. Mais à cette époque-là, on n'avait quasiment pas de retour, même si j'étais dans un groupe de discussion où il y avait plein de parents, il y en avait même qui étaient avec des enfants plus âgés que nous, que les miens. Bah, il n'y avait pas vraiment de retour, on n'avait pas vraiment de moyens de vérifier que oui, ok, tiens, il y a tel modèle, voilà telle personne, elle a été éduquée sans violence, voilà comment elle est, voilà ce qu'elle fait aujourd'hui dans sa vie. On n'avait pas de ces modèles-là. Donc c'était difficile de se projeter et de se dire, bon, ce qu'on fait, c'est ok, mais en fait, on ne sait pas le résultat qu'on va avoir à l'arrivée. Donc c'était un challenge, mais... Et pourtant, quelquefois, on peut rapprocher ce mode de communication simplement du bon sens. Tout à fait, je suis d'accord. Cependant, quand l'environnement, Oui. les familles, Oui, quand on n'a pas vécu effectivement ce mode d'éducation, c'est difficile de l'appréhender, c'est difficile de le construire. voilà. On n'a aucune référence de ce côté-là. Exactement. Et tu vois, je me souviens d'un exemple, donc ma grande en a profité du coup à partir de 4-5, la prise de conscience que je devais fonctionner autrement, je l'ai prise à la naissance de ma deuxième, enfin juste avant sa naissance, et donc ma grande avait 4 ans. Et donc elle en a profité, puisque j'avais compris que voilà, si elle était en colère, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle avait le droit de s'exprimer, elle avait le droit de le dire, elle avait le droit de dire pourquoi elle était en colère, parce qu'elle verbalisait très bien. Dès 2 ans et demi, elle parlait très très bien, donc elle n'avait pas de souci de communication par rapport à ça. Et je me souviens d'une fois, on était chez mes beaux-parents, et là, ma grande, elle pique une colère pour je sais plus quoi, le truc. Et là, son grand-père lui dit « Ah ben, t'es pas belle quand t'es en colère. » Et je regarde ma fille, je dis « Ma chérie, tu as le droit de faire une colère, tu as le droit d'être en colère, dis-moi qu'est-ce qui va pas. » Et donc là, évidemment, le grand-père, il n'a pas tellement apprécié, parce que, évidemment, je venais en conflit par rapport à son modèle. Et donc, ma fille s'est exprimée et on a pu libérer le truc. Mais, donc ça, c'est arrivé à plusieurs reprises, ces choses-là. Et du coup, elle a très vite compris qu'il fallait qu'elle se comporte d'une certaine façon avec ses grands-parents et qu'avec moi, elle avait le droit d'être autrement, d'exprimer, de verbaliser. Et je vois le résultat maintenant pour les 3. Voilà, j'ai 3 filles, puis il y en a une troisième qui est arrivée après, qu'elles ont cette capacité de dire les choses posément. Bon, des fois, de façon un petit peu virulente parce que elles sont jeunes encore, donc tu sais, quand ça boue, c'est pas évident de canaliser et de poser les choses. Mais c'est vrai qu'elles ont eu une évolution, moi, que je trouve géniale. C'est super. Alors ensuite, tu as donc écrit un livre justement sur le burn-out maternel, qui s'intitule « Le burn-out maternel, comment j'en suis sortie ». Oui, tout à fait. Je le montre ou pas? Bien sûr, montre-le, bien sûr, je n'en ai pas d'exemplaire. Attends, voilà. Cadre, voilà. Donc vous le trouvez chez votre libraire habituel, chez tous les sites, vous pouvez le commander, il est disponible en ligne. Alors pourquoi ce livre? Alors pourquoi ce livre? Eh bien parce que, donc en fait, quand ma fille a eu 2 ans, 2 ans et demi, j'ai eu un gros choc émotionnel, puisque voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille qui a été assez violent et donc qui m'a fait direct thérapie. Et à cette époque-là, je ne savais pas qu'en fait, ce que je vivais, c'était un épuisement. C'est-à-dire que j'étais fatiguée.
J'avais du mal à me lever, j'avais des problèmes de santé un petit peu, j'avais des bronchites, des sinusites à répétition. J'étais pas bien dans mon quotidien, parce qu'évidemment, quand on se fait critiquer toute la journée, quand on se fait rabaisser, bah c'est pas évident. Alors, moi aussi, du coup, hein, je renvoyais, c'était ping-pong régulièrement, violent. Pas de coups, mais psychologiquement dur. Et le médecin m'avait dit, il me dit, oui, mais vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances. Bah oui, bah écoutez, vous êtes gentil, mais dites-le à monsieur, parce que c'est pas, voilà, c'est pas dans son état d'esprit. J'étais en congé parental et j'ai découvert donc la personne Violaine Guérito qui a écrit le premier livre sur le burn-out maternel. Et donc quand j'ai découvert son livre, c'était lors d'un congrès. Ah, je dis mais c'est ça qui m'arrive, c'est ça que je vis. Et comme j'étais à l'époque animatrice, j'accompagnais les mamans qui allaitaient et qu'évidemment on abordait tous ces sujets de parentalité et de fatigue, d'épuisement, de ras-le-bol, tout ça, on ne savait pas ce que c'était. Les médecins, ils mettaient ça sous le terme de dépression, mais il n'y avait pas ce côté de tristesse, de mal-être profond, etc. C'est-à-dire qu'on ne se sentait pas bien, mais il y avait quelque chose de combatif, quoi. Et donc, quand j'ai découvert ce truc-là, je dis, ok, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, au fur et à mesure, bah, j'ai progressé, parce qu'à l'époque, bah, c'était en 2001, 2003, le livre de Violaine Guérito est sorti en 2004, je crois. Il y avait quasiment personne qui connaissait ce terme-là. Il y avait personne qui savait ce que c'était, cette chose-là. D'accord ? C'était tout de suite mis sous dépression. Et moi-même, le médecin m'avait prescrit des antidépresseurs. Je suis sortie en pleurant de chez le médecin. Je me dis, mais c'est pas ça dont j'ai besoin, c'est pas ça qu'il me faut. Je le sentais à l'intérieur de moi. Et j'ai trouvé à ce moment-là un thérapeute qui m'a accompagnée, qui m'a expliqué certaines choses. Parce qu'en fait, quand on fait cet épuisement-là, il y a plein de choses en fait qui viennent se mettre autour. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là. Parce que je me suis dit, il y a trop de femmes qui se retrouvent dans cet état, qui sont catégorisées dépressives, donc avec des antidépresseurs, avec le côté positif, mais aussi tous les effets négatifs qu'il peut y avoir. La solution, alors c'est pas ça. C'est pas ça. C'est-à-dire donc j'ai mis ça dans le livre, j'ai partagé ça dans le livre, j'ai partagé le parcours que ça a été, parce qu'évidemment c'est pas simple. Il faut arriver à trouver, bon, maintenant on trouve beaucoup plus des personnes pour accompagner là-dessus, heureusement, et moi-même je l'ai fait aussi pendant une période, parce que c'est vraiment compliqué, et il faut tout un village. Autant il faut tout un village pour élever un enfant, et autant il faut tout un environnement de professionnels pour accompagner une femme ou un homme, parce qu'il y a des hommes aussi qui le vivent, bien sûr, pour accompagner, parce qu'il y a une grande partie qui est physiologique. Il y a une grande partie qui est dans nos cellules. C'est-à-dire qu'on est fatigué, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à faire les choses. Il y a même des moments où le cerveau... Je me souviens de moments, et mon ex-mari me disait, mais ça va pas, tu deviens folle. Ok, je deviens folle, comme je connaissais un petit peu, je dis, bon, je vais voir un psychiatre. C'est le psychiatre qui s'occupe des personnes qui ont une maladie mentale. Je dis, peut-être, en effet, peut-être qu'il y a quelque chose. Et le psychiatre, au bout de quelques rendez-vous, il m'a dit, mais non, vous avez aucune pathologie mentale, tout va bien chez vous. Bon, ok, mais il se passe quoi? Il ne savait pas. Bon, donc, et en fait, derrière ces états-là, il y a des pathologies physiologiques, mais qui ne sont pas encore très connues. Donc là, dans le cas présent, c'était la candidose digestive, c'est-à-dire c'est un champignon qui se développe au niveau de l'intestin et qui est nourri par le sucre, qui se nourrit de sucre. Et donc, quand j'ai travaillé après avec une naturopathe, du coup, pour traiter cette chose-là, j'ai senti les attaques du champignon, et c'est vraiment bizarre, quoi. C'est-à-dire qu'on sent un truc dans le cerveau qui arrive, et on se dit, ok, d'accord, c'est le champignon, ça qui fait ça, ce qui fait que ça trouble les perceptions, on a l'impression de ne pas comprendre les choses, on fait répéter aux gens, etc. Donc oui, ça peut, d'extérieur, dire, mais tu as un problème mental.
Non, c'est dans les boyaux. Alors, je vais faire une aparté, effectivement. Vous le savez, maintenant, on en parle de plus en plus. Les recherches scientifiques se penchent énormément sur la relation entre l'intestin et le cerveau. Effectivement, on dit donc de l'intestin qu'il serait le deuxième cerveau, qu'il pourrait même être à l'origine de certaines dépressions, effectivement. Ah Et oui. de plus en plus, on entend parler de l'intestin comme le premier cerveau. Donc, effectivement, de nombreuses recherches sont en cours parce que quand vous avez des soucis au niveau des intestins, quels qu'ils soient, ça cache autre chose. Écoutez-vous, on en parle souvent dans ces interviews, le corps envoie des signaux et c'est important d'aller creuser derrière ces signaux, de comprendre ce qui se passe en fait. Votre corps vous envoie vraiment des messages. Donc, quand on ne les écoute pas, à force de ne pas les écouter comme, eh bien, on fait un burn-out justement, par exemple, entre autres. On fait 95% des maladies, je crois, sont d'origine psychosomatique. C'est absolument énorme. Ça veut dire qu'en travaillant sur ces émotions, en essayant de comprendre le sens de nos mots, MAUX, eh bien, on peut effectivement aller nettement mieux assez rapidement. Voilà. Alors, c'est un travail, je vais le redire, pas toujours confortable, mais c'est un Non, travail nécessaire. tout Donc, à voilà, fait. Non, pour non, c'est éviter pas, effectivement pour tout. un burn-out. Parce que les antidépresseurs dont tu parlais, voilà, vous avez beaucoup de médicaments qui vont venir soigner en surface, en fait, qui vont vous assommer, vous abrutir, quelquefois, qui vont calmer les maux. Mais en revanche, ça n'est que de la surface. Donc, traiter le symptôme en surface ne suffit pas. Il faut vraiment essayer d'en comprendre l'origine pour aller vraiment mieux Tout et à fait. guérir. Tout à fait. Et donc, ça a été, voilà, donc c'est vrai que moi, depuis toute petite, en fait, j'avais des problèmes de santé, en fait. Donc, ce qui fait qu'avant de prendre conscience qu'il y avait vraiment quelque chose qui pouvait se faire autrement, parce que là aussi, c'est pareil, les médecins, j'avais des bronchites, j'avais des sinusites, j'avais des problèmes de nausées, de vomissements, les examens étaient bons. Voilà, donc après, les réflexions que j'avais dans mon entourage, bah écoute, mais t'as qu'à te secouer, pourquoi tu restes, enfin, pourquoi tu traînes comme ça? Mais parce que j'y arrive pas, enfin, voilà, et c'est vraiment maltraitant de vivre ça, Oui, bah oui, parce que quand on a ça qui est répété toute la journée, il y a eu un moment, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est comme ça, enfin, j'ai une santé qui est pas terrible, et puis, bah voilà, il faut que je fasse avec, alors ça me réjouissait pas, mais oui, vu que j'avais pas vu que j'avais pas de moyens de sortir de ça, bah voilà. oui, Là aussi, on en revient pareil, quoi. Vu que j'avais pas de personne, j'avais pas de référence qui pouvait me dire, bah écoute, tu sais, ce que tu as eu, c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose, voilà, maintenant ça va beaucoup mieux, etc. Ah bah ok, d'accord. Bah là, on se dit, ok, c'est possible, il y a quelque chose. Et puis surtout, bah, moi, les médecins me disaient, bah non. Et même quand j'ai fait ma partie burn-out physiologique, c'est-à-dire je me suis retrouvée clouée au lit, ce dont on parle des fois dans les journaux, on se retrouve cloué au lit et on peut plus bouger. Là, oui, je peux vous dire, bon, heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, mais là, il n'y a pas de oui, médicaments. Et là, le médecin, je suis passée par tout plein d'examens et tout, bah non, mais tout va bien. Je dis, mais attendez, tout va pas bien. Je peux, si je veux aller au bout de la rue, faire marcher, je suis épuisée, euh, tout va pas bien. Et donc c'est là qu'il balance encore des trucs, mais oui, mais bon, c'est dans ta tête, ou machin, va voir un psy, machin. Non, c'est pas ça. Donc, des fois, ça peut vous demander du temps de trouver les bons praticiens, mais on les trouve. effectivement. On les trouve, On tout les à fait. trouve. On trouve les personnes qui acceptent effectivement de faire le lien entre le corps et le mental. Tout à fait. Alors, on en parle de plus en plus. Il y a encore beaucoup de médecins qui sont réticents, mais d'autres font quand même le lien. En médecine traditionnelle chinoise, d'ailleurs, c'est vraiment extrêmement courant. On tient compte des émotions comme facteur de maladie. Donc, vous avez aussi, enfin, vous avez beaucoup de praticiens maintenant qui sont capables d'analyser effectivement ce qui peut se passer dans votre vie, quelles sont vos émotions et en tirer un rapport avec vos mots physiques. Tout à fait.
Alors ensuite, donc, aujourd'hui, tu es dans la communication de couple, la sérénité, parce que donc tu as transformé cette relation, tu as une nouvelle relation, on peut le dire. Est-ce que tu veux nous en parler? Ah oui, alors Comment pour être d'ailleurs, clair, comment est-ce que tu évidemment, as j'ai pas continué avec le père de mes enfants. Il y a eu un moment, enfin, la pression était telle et c'était du grand n'importe quoi. Je dis bon, écoute, maintenant c'est bon, c'est divorce. Donc j'ai pris la décision de divorcer. Ça n'a pas été simple, ça a été plein de galères, etc. Ça a été une période de transition très compliquée parce que c'était la garde alternée. Donc quand mes filles étaient chez leur père, bah, évidemment, elles revivaient la méthode d'éducation, voilà. Et donc, quand elle revenait à la maison, il y avait au moins 2 jours où il fallait remettre le truc à niveau pour qu'elles se reparlent entre elles de façon apaisée, parce que sinon, ça partait en live, quoi, hein, c'était violent. Et donc, j'ai eu une grande période de bric-à-broc, on va dire, parce qu'évidemment, quand on passe des années dans ce type de relation dysfonctionnelle, toxique, maltraitante, bah, c'est très compliqué de reconstruire une nouvelle relation. c'est courageux d'ailleurs de décider de quitter une personne violente et de se reconstruire. C'est une décision difficile. Ah ben c'est une décision qui est compliquée. Heureusement, en fait, proche de moi, j'avais un de mes anges gardiens, qui est mon parrain professionnel, en fait, qui ne m'a pas lâché, en fait, à distance. On échangeait de temps en temps par téléphone. Où lui-même justement avait vécu une relation toxique, etc., et qu'il avait divorcé, et il m'avait dit vas-y, va au bout, je sais que ça va être dur, je sais que ça va être compliqué. Il y a même un moment où il m'a dit, parce que je n'osais pas faire les choses, parce que j'avais peur de perdre mes enfants, en fait il y avait ça, c'est-à-dire que compte tenu de tout ce dont il m'accusait, voilà, de la façon dont j'éduquais les filles, pour lui c'était répréhensible. Bah évidemment, quand on s'engage dans une procédure de divorce et puis qu'on a été matraqué psychologiquement pendant longtemps, bah on devient un peu parano finalement, à se dire bon bah ouais, mais j'ai peur de perdre mes filles. Et il m'a dit quelque chose de très salutaire, c'était violent, hein. Il m'a dit tant que tu ne seras pas prête à perdre tes filles, t'avanceras pas. Et là, bah, je dis oui, mais perdre mes filles, il me dit il faut que tu sois prête à les perdre, il faut que tu sois prête à ce que tu les vois plus. Et du moment où tu lâches ça, tu acceptes ça, les choses vont avancer. Je vais vous dire, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Et donc, j'ai travaillé là-dessus et j'ai OK. Maintenant, je leur ai donné tout un bagage. Peut-être que je peux me retrouver à plus les voir jusqu'à ce qu'elles aient 18 ans chacune. La grande avait 10 ans, la deuxième 6, la dernière, elle avait non, c'est la dernière qui avait 6, la grande avait 14, la deuxième 10. Je me dis, pas évident. Oui. Mais voilà. Et puis, il y avait un copain aussi avec lequel je passais beaucoup de temps. Et puis, j'avais aussi un environnement avec des professionnels de santé avec lesquels je travaillais par rapport à l'allaitement maternel. Alors, il ne m'encourageait pas sur le côté du divorce, mais il me disait, non mais attends, c'est super ce que tu fais pour les mamans, c'est super la qualité que tu apportes d'accompagnement, etc. Donc, il valorisait toute cette partie-là. Donc, j'avais cette valorisation-là. Je me dis, ok, d'accord. Donc là, j'ai un point d'accroche. Bon, j'ai de l'autre côté, j'ai mon parrain professionnel qui m'encourage, etc. J'ai un pote qui me fait voir qu'on peut vivre d'autres choses. Bon, même si ça s'est avéré un peu fracassé derrière et après. Mais donc, j'ai posé cette décision de divorce. Oui, ça a été compliqué. Je me suis fait même, enfin, ma mère m'a même critiqué, hein, parce qu'il y a eu des moments, évidemment, quand on divorce, c'est pas évident. Et quand je lui partageais un peu ça, elle m'a renvoyé dans les dents. Bah écoute, hein, maintenant t'assumes, hein, t'as choisi de divorcer, t'as choisi de quitter ton mari, démerde-toi. D'accord. Bon. Là encore, on prend une grande respiration. Ok, elle fait avec les moyens qu'elle a. Elle-même n'a pas osé divorcer parce que mon père était violent. Youps. Et puis on va trouver d'autres supports pour d'autres personnes pour avancer.
c'est important à ce moment-là de rester consciente qu'on est sa propre priorité et que si on veut vraiment vivre une vie, alors peut-être pas sereine au départ effectivement, mais si au bout du compte on veut s'accomplir, on veut vivre une vie tranquille, on veut être heureuse, c'est vraiment important de se décharger du regard des autres et de faire ses propres choix en son âme et conscience, d'écouter son intuition et cette espèce de petite voix intérieure, vous savez, elle est toujours là, même si vous l'étouffez, elle est toujours là. Donc prenez un temps pour vous quand vraiment les choses deviennent trop difficiles à gérer. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez pour votre vie? Comment est-ce que vous voulez vivre votre vie? Qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants aussi? Mais la priorité, c'est vous, parce que si vous, vous allez bien, si vous, vous êtes bien dans votre tête et dans votre corps, alors vos enfants seront bien, alors votre entourage ira bien, alors la communication autour de vous sera plus légère, plus sereine. Donc, prenez vraiment le temps de vous poser et de vous interroger sur ce que vous voulez profondément au fond de vous. Est-ce que c'est tolérable de rester dans une relation toxique? Alors, on se trouve toujours des excuses. Oui, mais je ne gagne pas ma vie, j'ai pas d'argent, je sais pas où aller, je peux pas reprendre, j'ai 3 enfants, je peux pas prendre un appartement avec 3 chambres ou 4 chambres, c'est pas possible, etc., etc. Les excuses, voilà, les excuses, elles sont pléthores. Cela dit, le plus important, c'est ce que vous voulez vivre. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est votre seule vie sur cette terre, la seule vie qui vous a été donnée. Faites-en quelque chose. Faites-en une vie dans laquelle vous êtes bien, en fait. Et ça passe par le fait de se poser, de s'interroger. Donc, oui, les décisions et les choix sont difficiles à faire, très souvent. Et vous traverserez des périodes inconfortables, mais Marie-Christine est là aussi une preuve que l'on peut tout à fait transformer son parcours de vie quand il est violent, toxique, malmené, pour vivre ensuite une vie beaucoup plus sereine. Donc, je te laisse continuer. Oui. Donc, c'est vrai que cette décision de divorce, elle a été compliquée et bon, j'ai eu différents anges gardiens qui ont été là concrètement, hein, terrestres, pour m'aider. Et puis, j'ai justement ouvert un autre monde parce que je vivais mais complètement cloîtrée. Il y a même, je me souviens, quelqu'un qui m'avait dit, mais vu de l'extérieur, on pensait que tu étais la nonne, quoi. Vraiment, voilà, au niveau physique, j'avais une allure de bonne sœur, quoi. Voilà, c'était assez, puis du coup, pas du tout rayonnante, pas du tout sourire, etc. Et je me suis créé un environnement, c'est-à-dire j'ai découvert des sites alors pas des sites de rencontres, de drague, mais d'autres sites où on peut faire des sorties, etc. Et donc j'ai commencé à sortir, à rencontrer du monde, à emmener mes enfants à ces sorties-là pour rencontrer d'autres enfants. Et je me souviens des billes, elles me disaient, mais non mais attends, on va pas y aller, on connaît personne. Et justement, c'est pour rencontrer des gens. Oui, mais moi je les connais pas. Mais tu les connais? Je dis non, justement, on va rencontrer des gens. Bon, c'était un petit peu compliqué au début. Et au fur et à mesure de faire ces sorties-là, en fait, il y a aussi quelque chose, parce que quand on vit dans une relation toxique et maltraitante, bien souvent, c'est parce que au fond, mais ça n'avait pas été vu, la prise de conscience a été faite au cours du travail thérapeutique, c'est que j'avais une dépendance affective. C'est-à-dire que c'est souvent le cas. Comme je n'avais pas d'autonomie moi-même pour finalement être bien toute seule, je m'accrochais au premier mec qui voulait bien un peu de moi, quoi. Et donc là, c'était catastrophique parce qu'évidemment, ça repartait, alors pas très longtemps, bien souvent, sur des relations qui étaient courtes, mais je voyais bien où c'était toxique. Donc je dis, bon, ok, non, c'est pas bon, ça, on arrête. Et puis au fur et à mesure, j'ai pu me libérer de ça. Et c'est vrai que là, là, évidemment, c'est vachement mieux, quoi, parce que là, on est heureuse d'être seule. On est heureuse de pouvoir être en relation et en relation saine, d'adulte à adulte. On peut échanger, on peut faire des sorties, on peut faire plein de choses. Et au fur et à mesure de faire des sorties, de faire plein de choses, et que j'avais aussi posé mon souhait de rencontrer quelqu'un. Voilà, j'avais fait ma checklist, j'avais fait mon vision board.
C'est là que tu m'as parlé de loi de la manifestation, si tu veux expliquer un petit peu, loi de vibration, aux Alors, personnes qui nous écoutent et pour qui peut-être c'est totalement inconnu, c'est une notion voilà. totalement Donc, alors c'est vrai inconnue. que si on a envie de vivre quelque chose, et je l'ai fait pour le livre, hein, c'est-à-dire que le livre, s'il est né, c'est parce que je l'ai rêvé avant. Hein, j'avais embarqué un copain dans l'histoire, on avait passé une semaine de folie en délirant tous les deux, mais c'est comme ça qu'il est né, parce que il faut arriver à écrire, etc. Et donc ça a été pareil pour trouver le chéri qui partage ma vie aujourd'hui, c'est-à-dire que compte tenu de tout ce que j'avais bien travaillé, tout ce que j'avais travaillé en thérapie, tout ce que j'avais compris en développement personnel, tout ce que j'avais posé les bases, et j'avais dit bon ok, voilà, moi mes valeurs c'est ça. Donc la personne que je rencontre, il faut qu'elle matche avec mes valeurs. Donc je les avais écrites noir sur blanc. D'accord. Quel type de personne je veux rencontrer? Est-ce que je veux rencontrer tel ou tel? Non, non. Et puis, comme j'avais rencontré plein de gens avec qui j'étais sortie ou pas, mais j'avais déjà un petit peu mes critères de dire, c'est un peu comme on choisit une voiture. Hein. Bon, alors celle-là, non, c'est pas agréable, le fauteuil n'est pas confortable, donc je vire. Voilà. Bon. Et donc j'avais fait toute ma liste de quel type d'homme je souhaitais faire rentrer dans ma vie. Et un jour est arrivé où j'en ai rencontré un. Alors, au début, ça n'a pas complètement matché parce que lui, il sortait aussi d'une relation compliquée et donc il était très, très dur avec lui et avec les autres. Et je me suis dit, ouh, bon, on va voir. Mais on a pris le temps de se connaître, on a pris le temps de faire des sorties, d'aller au musée, d'aller à des spectacles, de faire des choses ensemble pour se connaître, pour échanger et pour voir. Moi, pendant ce temps-là, moi, dans ma tête, j'avais toute ma checklist. Alors, après, quand je lui ai raconté, il a rigolé. Mais moi, j'avais toute ma checklist où ça match pas. Et il y avait un point qui ne matchait pas, c'est qu'il était fumeur à l'époque. Et ça, c'était un non rédhibitoire. C'est-à-dire, j'avais passé 20 ans de ma vie avec un fumeur, c'était non négociable. Et il voulait arrêter. J'ai dit, ok, bon, maintenant, il veut arrêter, il faut voir si ça tient vraiment. Mais donc, on a passé du temps à se fréquenter, on n'est pas sortis tout de suite ensemble pour se connaître, pour voir si tout ça collait. Et puis, vu qu'il y avait quand même un très grand nombre de choses qui collaient, qu'il avait mis en route l'arrêt de la cigarette, ok, on est parti. Et très rapidement, même, je pense même avant qu'on sorte ensemble, je lui ai parlé des bases de la communication non violente et de ce qu'on appelle le triangle infernal. Tu en as peut-être déjà parlé dans une interview ou pas, non, je sais tu peux en pas. parler, le triangle de Karpman, tu peux en parler. Voilà. Le triangle infernal, c'est une posture que l'on peut prendre de victime, de bourreau ou de sauveur. Et en fait, ça fait c'est dessiné comme un triangle. Alors, c'est un triangle qui pourrait être à plat, en fait, parce qu'il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. C'est vraiment des rôles que l'on prend, et on les prend naturellement tant qu'on n'a pas conscience de la chose. C'est-à-dire que pendant très longtemps, c'est vrai que j'avais un petit peu cette posture de victime, c'est-à-dire ouais, mais je suis pas bien, j'arrive pas, je suis malade, c'est compliqué. Donc finalement, j'avais un petit peu cette attitude de victime parce qu'en plus, je savais pas comment avancer. Donc une victime, qu'est-ce qui se passe? Elle attire un bourreau, pas toujours. Elle attire d'abord un sauveur, c'est-à-dire elle attire quelqu'un qui va vouloir la sauver, venir, écoute, je vais m'occuper de toi, je vais prendre soin de toi, je vais faire les choses pour toi. Mais du coup, on perd notre autonomie. Et la victime, alors, soit elle utilise vraiment le sauveur pour prendre appui et aller plus loin, soit elle va vraiment tirer l'énergie du sauveur. Elle va lui pomper l'air, clairement. Et au bout d'un moment, le sauveur, il va en avoir ras-le-bol. Donc, il va se transformer en bourreau. Et là, comme le sauveur va se transformer en bourreau, la victime, elle, va se retransformer. C'est un imbroglio. En fait, en réalité, on passe vraiment d'un rôle à l'autre en permanence dans la vie. Exactement. Donc, le tout, c'est d'en prendre conscience pour inverser les choses et de ne pas plonger à 100% dans l'un des rôles. Les thérapeutes, par exemple, ont très souvent ce souci d'être dans le rôle du sauveur. Or, on ne sauve personne en réalité quand on est thérapeute. On ne sauve personne. La personne se sauve toujours elle-même.
Donc, si une personne, par exemple, n'a pas l'intention, n'a pas la volonté de se guérir de son traumatisme, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle subit, le thérapeute ne peut rien y faire. On ne va pas venir vous soigner, vous guérir, qui l'on soit d'ailleurs, un médecin ou thérapeute, contre votre volonté. Les choses partent de vous, en fait. Donc, voilà, et effectivement, être dans chacun de ces rôles, nous les vivons en permanence, en fait. Donc, c'est Voilà. important d'en prendre conscience et de se demander, quand on vit quelque chose, où est-ce que je me positionne là? Comment est-ce que je me positionne pour ensuite inverser la tendance? Et non pas passer dans le rôle de bourreau si on est victime, mais simplement, justement, d'aplanir les choses. Voilà. Et puis donc comme j'ai abordé ça très rapidement avec lui, on a pu en discuter vraiment honnêtement, dire ah ouais, et puis il a pris conscience aussi de dire ah ouais, bah oui, en fait, bah oui, avec mon ex-femme, c'était comme ça qu'on fonctionnait, etc. Donc il me dit ouais, bah ok, mais maintenant on fait comment? Ben, je dis écoute, il y a déjà quelque chose qui est important, c'est que tu es responsable de toi, de tes actions, de ce que tu fais. Je suis responsable de moi, de mes actions, de ce que je fais. S'il y a quelque chose qui déplaît à l'un ou à l'autre, l'important c'est d'en parler. Et ce qui est important aussi, c'est de ne pas vouloir aller faire les choses pour l'autre. Donc j'ai été honnête avec lui parce que je dis, comme moi c'est quelque chose que j'ai naturellement fait, et puis on le fait en tant que femme, en tant que papa aussi peut-être, mais en tant que mère vis-à-vis des enfants, il y a plein de choses que l'on va faire pour nos enfants. Moi j'avais appris déjà depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je ne faisais pas pour mes filles, même s'il y a certaines personnes qui m'ont dit, ah ouais, non mais c'est dur ce que tu fais, y a pas... Voilà, elles apprennent, je les accompagne, elles sont là, elles sont en apprentissage, et je les guide. Je vais pas faire à leur place parce que ça casse la responsabilité, la créativité de la personne. Enfin, ça la détruit finalement au fur et à mesure. Donc, si jamais je m'apprête ou je fais quelque chose à ta place, surtout dis-le. Et un jour, c'est arrivé, on s'est rencontrés 1 an avant le confinement. Et un jour, il avait des médicaments à aller chercher chez le pharmacien. Puis voilà, pendant le confinement, on ne pouvait pas sortir, enfin, c'était compliqué, etc. Et avant de partir, je lui dis, est-ce que tu as pris ton ordonnance? Et il me regarde, oui, maman. Je dis, bing. Je dis, ok. Ben voilà, je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Donc, c'est quelque chose, quand on en prend conscience, ben, y a tout un temps de travail. D'accord? Donc, soyez pas étonnés de dire, parce qu'il y a un côté de frustration, de se dire, ok, j'ai appris le truc, mais je me prends encore les pieds dans le tapis, ça m'arrive de me planter. Et puis, bah, c'est ok, d'accord? On en prend conscience, on corrige pour la fois suivante. Et je me souviens, par le passé, il y a eu des fois dans d'autres relations où j'ai choisi volontairement de quitter l'espace où se passait la problématique pour que ce ne soit pas moi qui prenne en charge la résolution du problème. Parce que j'avais tendance à faire ça. Donc, j'ai un courrier à mettre à la boîte postale, enfin à la poste. Donc, je quittais la scène et je laissais la personne se débrouiller parce que la problématique n'était pas insurmontable, elle pouvait le faire. Mais finalement, elle venait me chercher en appui. Et là, je dis non. Parce que si je refais des choses comme ça, c'est pas possible. Et donc, dans une relation de couple, c'est ça. C'est-à-dire, on va être 2 adultes, on va être en relation. Il n'y en a pas un qui va venir porter l'autre ou le tirer, ou enfin bon, il y a tout plein de choses qu'on met des fois en place. Et donc évidemment, bah, voilà, aujourd'hui, on a une relation qui est très agréable, on fait plein de choses ensemble, on fait plein de sorties ensemble, on a passé le confinement ensemble, donc tous les 2 en télétravail. Et nos enfants nous demandent, mais comment vous faites? Parce que évidemment, quand on leur dit, bah non, il n'y a pas d'engueulade. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va prendre le temps de se poser, mais vraiment au tout début, voire en amont de la problématique. Alors, et quand on est dans une relation et que, par exemple, l'autre personne ne communique pas, qu'est-ce que tu conseillerais?
là, ça peut être compliqué. Et après, ça peut être très varié de pourquoi elle communique pas, qu'est-ce qui lui arrive, Parce etc. qu'on entend souvent beaucoup de femmes dire mais moi je souhaite communiquer, puisque bon, là, beaucoup de femmes ont entamé ce chemin de développement personnel en réalité. Donc, elles vont lire énormément de choses, elles vont regarder des vidéos, écouter des podcasts, etc. Elles comprennent bien le truc, sauf que ça a ses limites souvent. Quand on est seul, d'ailleurs, voilà, on peut se demander. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui dirait, bah oui, mais moi, je suis prête à communiquer, je suis prête à faire les choses, j'ai bien compris que j'ai été responsable de moi-même, mais cette personne avec qui je vis, il ou elle n'est pas dans la même démarche. Donc, comment est-ce que je mets en route une relation sereine à partir du moment où l'autre n'a pas conscience qu'il faut qu'elle modifie son comportement? Alors, je vais dire, il y a un moment quand on se rend compte qu'on est tous les deux au même niveau. On est tous les mêmes deux au même niveau de connaissance, machin. Et puis, bon, on grandit tous les deux ensemble. Puis, il y a un moment, il y en a un. Alors, c'est soit madame, soit monsieur, hein, c'est pas... qui, du coup, ouvre son esprit à autre chose, à la communication, à tout ça. Alors, on peut le partager avec l'autre, c'est-à-dire qu'on peut lui partager son enthousiasme, son plaisir à dire « Ah, mais dis donc, et proposer à l'autre, tiens, mais qu'est-ce que t'en penses ?» Surtout, ne jamais chercher à changer l'autre. Ça, c'est impossible. Et s'il y a un moment, je vais dire, quand on partage ces choses-là, quand on a envie d'échanger, etc., et que l'autre, soit il veut pas en entendre parler, soit, comme c'était mon cas, hein, non mais c'est n'importe quoi ton truc, etc., il y a un moment où il faut prendre conscience que la relation, elle a plus lieu d'être, et qu'il y a plein d'hommes sur cette planète qui communiquent. Il y a plein d'hommes sur cette planète qui sont eux aussi dans cette démarche-là, parce que eux, si vous êtes une femme et que vous développez, vous ouvrez votre esprit, etc., vous pouvez être certaine, et il y en a que je vois sur les réseaux sociaux, eux, ils sont pareils, c'est-à-dire qu'ils sont avec une femme qui refuse de communiquer, qui dit non mais c'est n'importe quoi ton truc, arrête de délirer, etc. Et eux, ils évoluent, et à un moment, les relations, elles bougent. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut être compliqué à vivre, ça peut être compliqué, et puis de se dire ah bah oui, mais non, je peux pas. Alors, parce qu'il y a tout plein de blocages qui arrivent derrière, tout plein de légitimité. Ah oui, non, mais dans ma famille, c'est pas possible, on peut pas divorcer. Ouais, mais bon, il y a un moment où on choisit. Est-ce qu'on choisit de rester malheureux dans un couple, ou est-ce qu'on décide, on prend la décision de se dire ok, ça va peut-être pas être confortable cette période de transition, parce que je peux vous l'assurer, c'est pas confortable. Mais derrière, waouh, qu'est-ce que c'est bon. Enfin, voilà, je veux dire. Quelquefois, l'autre évolue aussi, pas à la même vitesse, pas de la même façon, mais l'autre évolue aussi. Alors, on peut lui montrer effectivement comment on se transforme, quels sont les bénéfices de cette transformation, montrer qu'effectivement les choses de fait se simplifient, s'allègent autour de nous, et l'autre, du coup, de réfractaire va passer à plus ouvert, il va se poser des questions, il ou elle, hein, bien évidemment, Tout à fait. et commencer lui aussi à entamer un changement qui va se faire peut-être en douceur, qui va être peut-être beaucoup plus lent, peu importe, mais en tout cas, le changement se met en place. Il n'y a pas forcément que le divorce. La relation peut se transformer, peut évoluer, même avec quelqu'un qui est totalement réfractaire à la base à toute cette notion de développement personnel, à toute cette notion de bien-être personnel, voilà, de sérénité, je dirais, et de relations accomplies et abouties. Voilà. Et justement, tu vois, je me souviens d'une personne avec qui j'avais échangé, une femme qui me disait, bah ouais, elle a découvert des choses, elle a commencé à en parler à son mari, qui était, c'est quoi ton truc? Et puis tout d'un coup, ça fait clac. Il a fait un séminaire, 2 séminaires, il a lu plein de bouquins, il s'est enfilé tous les livres qu'elle avait lus en 3, 4, 5 ans, lui, il se les a tous enfilés en quelques semaines, etc. Il a compris plein de choses, et il me disait, mais j'ai plus le même à la maison. Et alors, contente ou pas contente? Ah bah non, bah contente. Bon, bah ok. Mais, c'est important surtout de pas mettre de pression.
Oui. C'est des fois difficile, hein. C'est très difficile parce que là, je vous le dis, je peux vous dire que pendant très longtemps, j'étais pas du tout comme ça. Mais c'est vraiment de lâcher prise en disant, OK, bah, moi, je fais pour moi. Mm. Et l'autre, c'est son problème. On est en relation, OK. Si à un moment la relation elle évolue et que ça me convient, tant mieux. Si elle évolue pas et que ça me convient plus, eh ben je m'en vais. Mm. Mais on lâche prise en fait sur le résultat et sur l'évolution potentielle. On est maître de son évolution à soi. Soit on peut évoluer. L'autre, c'est son histoire. Exactement. Exactement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marie-Christine? Eh bien que si vous êtes là, regardez toutes ces belles interviews que Christine nous propose, sachez qu'un autre monde est possible si vous vivez en ce moment et que c'est pas confortable, que ce soit au niveau de votre boulot, au niveau des relations avec vos enfants, au niveau de votre vie personnelle, au niveau de vos finances, Votre couple. de votre couple, de votre santé, etc. Autre chose est possible. Vous ne savez pas forcément quoi, vous ne savez pas forcément dans quel sens le prendre, mais autre chose est possible. Et c'est vrai que d'avoir une vie de couple qui est agréable, c'est quand même une super base pour le reste. Parce qu'au moins, on a un socle de confiance, d'échange, de ressourcement. Alors, on peut avoir ça avec un copain, une copine, mais... Je vais quand même ajouter que ça n'est pas un aboutissement d'avoir une couple, tout comme ça n'est pas, alors selon moi bien évidemment, un aboutissement d'être mère. Chacun est libre de ses propres choix. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin d'être en couple pour se sentir épanoui ou accompli. On n'a pas besoin d'être mère, absolument le diktat de la nécessité de la maternité. Non, je veux dire, chacune et chacun d'entre nous s'accomplit comme il a envie de le faire. Exactement. Il n'y a aucune obligation à être mère, il n'y a aucune obligation à être une conjointe. Chacun et chacune fait ce qu'il veut de sa vie. Le tout, c'est de sentir au plus profond des mots, au plus profond de soi, ce que l'on a envie de vivre et comment on a envie de le vivre. Donc, voilà, pas de culpabilité quand on n'est pas une mère, parce que je tiens quand même à le dire, hein, puisque j'ai régulièrement des clientes, justement, qui me disent, mais je suis pas mère. Alors peut-être quelquefois quand on est une femme ambitieuse parce qu'on a privilégié sa carrière, ça arrive aussi, et que de fait on considère ça comme ça. Pour d'autres c'est un choix et aucun jugement par rapport à ça, tout comme aucun jugement dans le fait de ne pas être en couple ou de ne pas être dans un couple standard, peu importe en fait. Hein, vous êtes responsable de votre propre vie et des choix que vous faites. On a toujours le choix, tout part de soi. Donc choisissez qui vous avez envie d'être et soyez qui vous avez envie d'être, tout simplement. Tout est possible et vous avez toujours le choix, toujours. Tout à fait, tout à fait. Chacun voit ce qui lui convient, lui. Exactement. Donc, alors, Marie-Christine nous fait le plaisir de vous offrir, suite à cette interview, un module découverte, donc une vidéo pour bien vivre en couple. Bien vivre en couple. Donc, si vous voulez télécharger cette vidéo, vous la retrouverez dans le lien que je mettrai avec ce replay. Tout comme je propose moi également des cadeaux à chaque interview. Donc, n'hésitez pas, connectez-vous. Si vous voulez garder le replay, le regardez. Il est très riche, très enrichissant, riche d'informations. Donc, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle interview de Femmes ambitieuses. Et puis, Marie-Christine, merci infiniment d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Voilà, cet échange vraiment profond, en fait. Hein. Et pour vous toutes, je vous dis à très bientôt. Marie-Christine, merci. Merci Christine aussi d'avoir lancé toute cette belle palette d'interviews. C'est génial. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Moi aussi. Toutes ces interviews, je vais le répéter quand même, si quelquefois elles ont le fond est souvent commun, en fait, dans nos discours à toutes, mais la forme n'est jamais la même.
on essaye toujours d'évoquer effectivement des particularités qui sont propres à chacune, hein, qui sont propres au parcours de chacune, qui font que toutes ces interviews vont avoir vraiment une connotation très différente. Donc, je vous laisse découvrir les autres. Si vous voulez voir les replays, n'hésitez pas. Il y a déjà eu pas mal d'interviews et il y en a encore beaucoup à venir. À très bientôt, Marie-Christine, merci. Bonne journée à toutes et à tous. Belle journée à toutes. Merci, au revoir.